Merci Occlusive de nous accueillir pour cette conférence. Et donc, on est avec Pierre les plus ardents ambassadeurs d'un groupe de travail Clusif qui a eu lieu pour un temps donné l'année dernière, en 2020, que Pierre avait lancé, qui en fait s'intéressait justement à l'impact de la situation pandémique, du travail à domicile qu'on a parfois abusivement appelé télétravail, qui s'est transformé en télétravail par la suite, sur les gens, sur les collaborateurs, et en fait comment cet impact-là se traduit en termes de risque cybersécurité. Donc, est-ce que j'ai la main? Non, c'est bon, parfait. Donc, ce groupe de travail, en fait, a donné lieu à la publication, un accès ouvert pour membres et non membres surtout du Clusif, de ce document qui est toujours disponible sur le site du Clusif, qui en fait parle des nouveaux équilibres à trouver quand on parle de télétravail, de cybersécurité et de l'impact sur les personnes, en fait, sur les gens. Et en fait, ce groupe de travail était lancé vers mai, hein, Pierre, si je Mais ouais. avril-mai, voilà, de l'année dernière. Et donc là, on est à un an après. Et du coup, quand on a vu la thématique générale de la conférence d'aujourd'hui, on s'est dit que c'était en fait une belle occasion de faire un bilan. En tout cas, ok, on a réfléchi, on a vu des choses. Et qu'en est-il un an après? Donc, pour reprendre en fait les sujets qu'on avait abordés dans le document, c'est parce que c'est de cela qu'on va également parler par la suite aujourd'hui, on avait en fait abordé la notion d'équipe au sens où nous avons en fait différentes façons de voir la notion d'équipe quand on parle de télétravail. On a en fait des enjeux qui sont propres bien sûr à l'intégration, au travail en équipe quand on ne se voit pas physiquement, mais aussi on a des enjeux qui sont de plus en plus liés au recrutement de nouvelles personnes, à l'employabilité notamment, et au changement finalement des bassins d'emploi qui sont induits par exemple, ce qu'on a appelé la néo-ruralité. Hein, vous pouvez en entendre parler désormais. Il y a même un magazine, j'ai lu aujourd'hui, sur toutes les personnes qui en fait vivaient en ville, hein, tous les citadins, qui sont en fait partis vivre à la campagne. Et donc, on a appelé ça la néo-ruralité. Donc, comment cette dynamique-là impacte finalement les liens qu'on peut tisser avec ses collaborateurs, avec ses coéquipiers, etc. On a également, continuant à tirer ce fil-là, on a également abordé la notion de mission, au sens où est-ce que n'importe quel type de travail, n'importe quel type de mission est réalisable en fait en travaillant à distance. Pour certaines missions de cybersécurité, la réponse est oui. Pour d'autres, c'est moins simple en fait. Et justement, ces aspects-là nous ont amenés à nous interroger sur le nécessaire équilibre en fait entre le temps pro et le temps perso, entre les frontières qui se floutent finalement de plus en plus entre ce qui est usage pro, usage perso, entre ce qui est temps dédié au travail et temps dédié à la famille ou à soi. Et donc, en fait, qui nous replonge dans la notion d'environnement. Hein, quand on est chez soi, on n'a pas du tout, pas accès, en tout cas, pas nécessairement, on vient de le voir aussi dans la présentation qui a précédé, et en ouverture, on n'a pas du tout, en fait, souvent accès à l'outillage de l'employeur, ou alors l'employeur n'a pas nécessairement un outillage qui permette un fonctionnement à distance fluide.
Et donc là, on a des risques qui relèvent du shadow IT, qui relèvent d'outils non autorisés, on va dire, dont Pierre parlera un peu plus tard. Et bien sûr, on a également fait un focus sur la personne RSSI, hein, le rôle RSSI, parce que ce rôle-là est en fait à trois, on va dire, trois facettes. On a le ou la RSSI comme manager, hein, personne qui s'occupe en fait d'une équipe, qui a à charge ces aspects-là, donc vis-à-vis d'autres personnes. C'est une personne également qui peut être vue comme gestionnaire de ressources, de budget, mais également c'est une personne qui est employée tout de même de son employeur. Donc ce rôle-là, on s'est arrêté un peu plus sur lui parce que pour nous, il revêt en fait des responsabilités et par là aussi des craintes ou des risques un peu particuliers. Je te laisse passer à la slide suivante. Donc, on s'est rendu compte que les problématiques de santé mentale sont en fait un peu la pandémie silencieuse, hein, parce que dans une récente étude publiée, je crois, par Odoxa, on s'est rendu compte que 45% des personnes interrogées signalent une forme de détresse psychologique due au télétravail, qui aujourd'hui n'est plus forcé, mais fortement recommandé, qui n'est plus obligatoire, mais fortement recommandé. Et en fait, par là même, on s'est rendu compte qu'en France, il y a eu une explosion des taux de dépression, donc toute population confondue, de 1 personne sur 5, en gros, en décembre 2020, vers plutôt plus d'une personne sur 3 en mars 2021. Je passe à la suite. Voilà. Et en fait, il y a de plus en plus de gens, hein, qui font état en fait d'un besoin de retourner travailler en physique. Donc on vous a mis en fait différents témoignages qui présentent en fait ce besoin-là sous différentes facettes. Et autant l'année dernière, effectivement, on a eu un côté entre la solidarité pendant le premier confinement qui était extrêmement haute et un côté on se serre les coudes, on est tous là-dedans ensemble. Aujourd'hui, il y a un épuisement, il y a une incertitude prégnante qui pèse en fait à tout le monde et qui commence à être vraiment en fait source de saturation, on va dire, pour les personnes en télétravail. Est-ce que je peux passer? Non, je ne peux pas passer à la suivante. Et donc en fait, peut-être que vous vous posez la question, mais de quoi, tout ça sont des risques psychosociaux, certes, mais nous, en cyber, on n'est ni psy, ni assistante sociale, ni RH. Pourquoi, en fait, on doit parler de ces sujets-là dans une conférence de cybersécurité, hein, dans une conférence du PlusDIF? En fait, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est tous, en fait, l'employé de quelqu'un. Même si on est chef d'entreprise, on reste, en fait, une personne qui travaille. Et donc, on ne vit pas dans une bulle et ces dynamiques-là, ça nous impacte aussi. Et en cyber, en fait, on a déjà un stress qui est très important par ailleurs, hein, sans y ajouter le contexte pandémique. Et donc là, avec l'ajout justement d'un contexte pandémique, on a une situation, on a un paysage de risque qui s'est énormément étoffé. Donc, on avait regardé, en fait, on suit un peu l'actualité avec Pierre, on fait un peu de veille là-dessus. Et par exemple, on s'était rendu compte que le Covid est un facteur extrêmement aggravant de stress et donc de cybersécurité, ce qu'il crée en fait une possibilité d'attaque opportuniste, ou en tout cas de compromission opportuniste qui est beaucoup plus large et beaucoup plus diversifiée.
hein, de la part de cette diversification de tout un tas d'outils, d'usages, de fusion de pro-perso, etc., qui en fait tombent très souvent sur les épaules SSI et aussi sur les épaules des équipes de gestion d'incidents. Il y a en fait un coût qui a été remonté par un rapport d'IBM de 2020 sur les coûts des data breach, hein, des compromissions de données, qui par exemple rapportent que le télétravail allonge énormément en fait le temps nécessaire pour identifier et contenir un incident de sécurité qui peut en fait se transformer en fuite de données ou autre. Et avec pratiquement 70% qui témoignent que le prix, en fait, le coût de cet incident-là s'en trouve également augmenté. Et après, il y a eu pas mal de rapports aussi sur des situations de burn-out, de dépression, etc., notamment côté RSSI, mais pas seulement, parce que de plus en plus de RSSI réalisent qu'ils ont, en fait, pour de vrai, une responsabilité non assurable qui se trouve en fait mise en cause là et qui en fait exerce une pression psychologique sur eux également. Je vais Je prendre te le laisse relais, la ouais. parole. Parfait. Ouais, je vais Merci. prendre le relais sur ce joli kit Playmobil qui s'est mis à la mode télétravail, donc vous pouvez acheter ça. La grosse différence, c'est que dans le kit Playmobil, il n'y a pas les enfants dans la version télétravail, ce qui fait beaucoup de choses malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, mais beaucoup de jeunes parents ont souffert et ce slide-là va essayer de modéliser en quelque sorte les liens entre toutes les souffrances que l'on peut avoir, peut être générées par le travail à la maison, et les risques cyber que ça entraîne. Donc le premier, et nombreux ont été les personnes dans ce cas-là, c'est la surcharge mentale, l'impossibilité de trouver la frontière entre l'école à la maison, le travail, jusqu'à tard le soir, etc. Ce qui peut aller entraîner une dépression ou un état, comme l'a montré Reina, dépressif, accentué par le contexte anxiogène de la situation actuelle, hein. Ça fait plus de ans que l'on nous rabâche que tout va mal et ça peut avoir des impacts évidents. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand une personne est dans un état dépressif, il va être plus vulnérable au social engineering. Par définition, le social engineering va vouloir exploiter nos peurs primaires. Donc la peur de l'isolement, de la maladie, l'urgence, etc. Et toute cette situation actuelle est vraiment très propice pour le social engineering. Au terme de les personnes sont plus vulnérables. Ça peut être aussi renforcé par l'isolement. On est tous des informaticiens, donc on aime bien être peinard tout seul à la maison, mais au bout d'un an, ça commence à faire un peu long. Et c'est vrai que rester isolé toute la journée, c'est pas facile. Alors c'est difficile pour ceux qui ont des enfants à charge, c'est aussi très difficile pour ceux qui sont tout seuls dans un petit appartement et qui n'ont plus de vie sociale à l'extérieur. Donc, ce qui peut être des facteurs aggravants, peut être des facteurs de dépression ou alors d'épanchement sur les réseaux sociaux. Donc quelque chose qui est très à la mode, une certaine forme de ras-le-bol pour l'entreprise, pour les modes opératoires qui sont complexifiés par le travail à la maison. Et donc les gens vont écrire sur Twitter, j'en ai marre, au boulot c'est toujours pareil, c'est le bordel, etc., etc. Et donc bien sûr, risque médias, images, éventuellement fuite de données, etc. Au passage, ça fait une année que ça dure, donc l'intégration dans les équipes de nouveaux arrivants est beaucoup plus compliquée. Je pense qu'on l'a tous vécu, recevoir des stagiaires, recevoir des alternants, recevoir des nouveaux embauchés à distance, c'est compliqué. Donc on va de temps en temps au travail, mais le reste du temps, les gens doivent faire leur réseau, leur tour de bienvenue en fait, hein, à distance, ce qui n'est pas simple. Donc une autre forme d'isolement qui est compliquée à gérer. On parle de surcharge mentale, mais aussi certains salariés peuvent être sujets à l'ennui, ce qu'on appelle le boredom, où en fait à la maison, finalement la mission n'est pas tout à fait réalisable et il y a du temps, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc certains ont ce problème-là, et là, ils vont devoir s'occuper, et donc un certain nombre de comportements à risque. Le premier auquel on pense, mais il y en a plein, hein, c'est par exemple, je surfe sur Internet, je vais sur des sites à risque,
Par exemple, les sites de téléchargement illégal, les sites de streaming, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des sites très appréciés pour les hackers qui s'en servent comme point waterhole, hein, des points d'eau, où en fait, si c'est gratuit, ben, ils vont essayer de piéger les utilisateurs en exploitant les vulnérabilités des browsers et autres en s'installant sur ces sites-là. Donc une utilisation d'Internet sans doute plus à risque que s'ils étaient au travail. D'un autre côté, et on l'a bien vu tout à l'heure, hop, alors tout ça effectivement peut être aggravé par un sentiment de situation d'échec, hein. J'arrive pas à m'intégrer dans une nouvelle équipe, je suis seul, j'arrive plus à travailler comme avant, je n'ai pas la même performance, donc c'est un problème. On a vu tout à l'heure dans la première présentation sur le DMA, c'est très intéressant parce qu'on est dans un environnement différent qui n'a pas les mêmes protections. Aller faire une opération modification de DMA dans une tour à la Défense, c'est sans doute plus compliqué que dans une maison de campagne ou dans un appartement qui est mal protégé. Là, pareil, dans un environnement, les gens qui sont dans des immeubles vont prendre le café ou faire leur call sur le balcon. Ils ne savent pas forcément qui c'est qui est à côté. Volontairement ou involontairement, leurs discussions peuvent être écoutées. Pareil pour les vols de PC. Les vols de PC, à la maison, ça arrive, les cambriolages, dans les maisons de campagne, dans les situations de mobilité, les trains, les aéroports, etc. Un PC est moins bien protégé, bien sûr, en mobilité et à la maison que dans l'entreprise. Travailler à la maison veut dire qu'on travaille aussi souvent sur du matériel personnel. Donc matériel personnel dit protection probablement insuffisante ou pas tout à fait au niveau de celui de l'entreprise. Une personne va vouloir utiliser, je dis n'importe quoi, de la messagerie professionnelle style Google ou Office 365 sur son ordinateur perso, stocker des documents peut-être confidentiels sur un ordinateur perso, c'est qui peut être problématique puisque cet ordinateur peut avoir un keylogger, donc d'où la question de MFA, etc., qui peut entraîner. Qui dit travail à la maison dit aussi j'échange des données d'un ordinateur perso à un ordinateur professionnel parce que j'ai qu'une seule imprimante qui n'est pas connectée au réseau. Il faut que je transfère les fichiers par USB, USB qui est utilisé par toute la famille, par les enfants, les ados, qui est aussi une sorte de contamination évidente, hein. Donc risque accru aussi de fait de ce partage-là. Donc on va utiliser un matériel pro dans le meilleur des cas à la maison, mais on va s'apercevoir que toutes les fonctions ne sont pas présentes. Le VPN est monté ou pas, mais on n'a pas accès à toutes les applis, ça ne marche pas, on n'a pas les imprimantes, enfin, tout ce que vous voulez. Donc on va vouloir, et c'est assez louable, se débrouiller, système D, donc Shadow IT, c'est-à-dire faire appel à ses propres solutions, télécharger des logiciels, souscrire des abonnements SaaS dont on ne connaît pas dont on ne peut pas garantir la sécurité, etc. Donc ça aussi, ce sont des risques qu'il faut prendre en compte, hein. Et puis enfin, le dernier qui est plus technique, c'est effectivement faire comprendre aux personnes que il faut se connecter de temps en temps au VPN d'entreprise. Donc si on a la chance d'avoir une entreprise qui a un service VPN suffisamment robuste pour accueillir tous les salariés, et même s'il existe, rappeler aux gens que c'est nécessaire de temps en temps, puisqu'avec la messagerie cloud, par exemple, les personnes peuvent se dire finalement, je n'ai plus besoin de me connecter au VPN dans l'entreprise. Se posent alors les problèmes bien sûr de mise à jour, suivant comment est configuré Windows, peut-être qu'il ne reçoit pas les mises à jour, peut-être que l'antivirus ne reçoit pas les mises à jour, ça dépend forcément de votre configuration. Voilà, et se pose la question du RSSI dans tout ça. Donc ça, c'est un paysage qui de menaces en fait et de risques de vulnérabilité quelque part qui adresse tous les employés qui travaillent à la maison. Et on peut se poser, c'est la question qu'on pose dans le livre blanc, quel est le rôle du RSSI? Et c'est surtout pas d'être la police, de vérifier que les gens justement travaillent bien à la maison, ont un rythme de travail acceptable, vérifier, surveiller là où ils vont surfer, est-ce qu'ils vont pas sur Netflix, est-ce qu'ils vont pas sur des sites que la morale réprouve, etc. Et ça, c'était vraiment, je pense, début avril l'année dernière, une tendance fâcheuse, ou du moins une déviation assez dangereuse de transformer le RSSI au solde des RH, au solde des managers, en disant est-ce que vous pouvez me garantir qu'à la maison, finalement, je peux avoir confiance en mes employés et ils sont en train de travailler et pas faire autre chose. Donc ça, c'était un warning que l'on avait mis dans notre livre blanc. Notre avis à nous, du groupe de travail, c'était attention, le RSSI ne doit pas se transformer à la police des managers.
Et puis voilà, en résumé, en fait, ce qu'on voulait vous dire, aujourd'hui sur le lien, l'impact humain. Donc il n'y a pas que des problèmes techniques, et il ne faut surtout pas sous-estimer, en fait, l'impact de tout ça, de la difficulté que l'on a aujourd'hui, avec ce travail à la maison qui malheureusement n'est pas un mode nominal puisqu'il dure, depuis plus d'1 an maintenant et de façon majeure, à savoir pour certains plus de 80 du temps. Le mot de la fin pour Aina peut-être? Oui, très rapidement. Donc c'est notre message, en fait, si on veut le dire comme ça, c'est oui, le collaborateur, hein, les humains, le facteur humain est important. Attention à comment, en fait, on approche ces enjeux-là, parce que, souvent, à vouloir bien faire, en fait, on met la responsabilité sur les épaules des gens qui ne sont pas en fait tous des spécialistes comme nous et qui n'ont pas à l'être d'ailleurs. Donc c'est aussi à nous, côté sécurité, côté défense, en fait, de comprendre, d'inventer des façons en fait, de créer un environnement protecteur et porteur pour nos collaborateurs. Et je vous recommande évidemment la lecture de notre petit livre blanc qui reste toujours d'actualité, hein, vous avez le lien là. Donc voilà. Merci beaucoup.